À la frontière des continents nord et sud-américains, l'Amérique centrale est un pont naturel, une arche reliant les deux plaques continentales. C'est une terre de passage et d'échange pour le vivant depuis 3 millions d'années. Au cœur de cet espace, un pays héberge une diversité biologique exceptionnelle. Grand comme un dixième de la France, le Costa Rica abrite 5% des espèces animales et végétales connues sur Terre. Une espèce sur 20 vit au Costa Rica. Tels des naturalistes privilégiés, notre périple au Costa Rica va nous faire découvrir les vies originales de 4 animaux sauvages. 4 espèces ambassadrices de leur milieu naturel. La première d'entre elles s'épanouit au milieu de ces forêts tropicales. Présent du sud du Mexique jusqu'en Équateur, l'animal est visible sur l'ensemble du territoire costaricain, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Voici l'animal le plus bruyant de cette région. Il s'agit de l'alouate, le singe hurleur à pèlerine. Largement dépendant du milieu forestier, les arbres lui assurent le gîte et le couvert. Ce primate du Nouveau Monde possède la faculté de produire les sons les plus puissants de cette forêt. Le groupe des singes hurleurs compte 9 espèces. L'alouate à pèlerine n'est pas le plus bruyant d'entre eux, mais ses démonstrations sonores s'entendent toutefois à plusieurs kilomètres. De quoi bien affirmer son territoire. De la sorte, il marque son aire d'occupation et avertit les autres groupes d'alouates qu'il occupe, lui et sa tribu, un site de repos ou d'alimentation. Pour produire de tels sons, ce singe est équipé d'une boîte vocale particulièrement efficace. L'être humain jouit du langage parlé. Un élément de son squelette y contribue, l'os hyoïde. Cet os a la particularité de n'être articulé à aucun autre, mais relié à la racine de la langue par des muscles de la mâchoire. Chez les primates non humains, cet os n'est pas positionné pareillement. Et chez l'alouate, il est 20 fois plus gros. Une hypertrophie qui caractérise l'espèce et lui procure cette allure unique. Des sacs laryngiens complètent le dispositif en amplifiant les sons produits. Son cri est puissant, mais sa force est tranquille. Elle repose de fait sur la dissuasion. Une dissuasion sonore qui évite à l'animal de s'exposer à des situations conflictuelles. Si dans le règne animal, il est parfois difficile d'appréhender les genres,
Pour cet individu-là, certains signes ne trompent pas. Ce mâle est le dominant, ou l'alpha. Et c'est à lui que revient le rôle d'assurer la sécurité et la cohésion du groupe de femelles, d'adolescents et des autres mâles qui l'accompagnent. La hiérarchie règne et chacun connaît son rang d'obéissance. Cela tend à pacifier les groupes. Privilège du mâle alpha, la reproduction. Il tire la langue en public comme pour formuler une demande. Message reçu par cette femelle de 3 ans en âge de procréer. Leur rencontre ne dure que quelques instants. Mais des instants qui portent en eux la promesse d'une nouvelle vie. Ce singe est un végétarien, un mangeur de feuilles, ce qui est plutôt rare chez les mammifères arboricoles. La moitié de sa diète est constituée de feuilles d'arbres, les plus jeunes, plus faciles à digérer et plus riches en protéines que les feuilles matures. Le reste du régime est constitué de fruits et de fleurs selon la saison et les opportunités. La grande variété d'arbres qu'offre la forêt des tropiques assure au singe hurleur de trouver en tout temps les feuilles dont il se nourrit. Cependant, le faible apport calorique de ce régime est-il vraiment compatible avec la vie d'un singe grimpeur et facétieux? Assurément, mais en adaptant son emploi du temps. Dormir. Dormir après le premier repas. Dormir avant la pluie. Dormir le matin. À midi. En début d'après-midi. Bien entendu, au plus chaud de la journée. Dormir seul. Dormir entre amis, en soirée, avant la nuit, entre deux siestes. Ainsi va la vie du singe hurleur, basée sur l'art des économies. Déplacement réduit, repos nombreux, prévention des conflits et vie sociale apaisée. Serait-ce la clé du bonheur? Pour le singe hurleur, sans aucun doute. Après 6 mois de gestation, les femelles alouattes découvrent leur rôle de mère. Le petit est très dépendant de sa maman. Avant l'âge de 2 mois, sa queue n'a pas encore acquis la faculté de saisir. Cela ne durera pas. Bientôt, il aura la maîtrise de ce 5e membre, dont il se servira pour s'agripper au branchage du monde, où il évoluera durant les 25 prochaines années. Lorsqu'il en est passé maître, sa queue préhensile procure à l'alouette une incomparable aisance dans la canopée. Chez les primates, la curiosité est un des ferments de l'intelligence.
Cette intelligence simiesque, les plus jeunes la développent et l'aiguisent. Rien de tel que d'explorer le monde proche. Découvrir les principes du vol acrobatique. Jouer pour apprendre ses limites. Les plus jeunes profitent de la sieste des adultes pour découvrir leurs attributs. Faire le tri entre ses pieds et ses mains. Certains poussent même la découverte un peu plus loin. Avec d'apparents si bons caractères autour de soi, être né à l'Ouate et grandir parmi les siens semble être une expérience formidable. Plus de la moitié des 700 espèces de primates dans le monde sont au bord de l'extinction. La précarité de leur existence est principalement due à la perte de leur habitat. Sous les tropiques, partout les forêts régressent. Le Costa Rica étant sans doute l'une des exceptions à ce triste constat. L'urgence est donc absolue. Préserver les milieux naturels dont dépendent les espèces sauvages et dont nous-mêmes, nous dépendons. Pluviale. Voilà le terme qualifiant cette forêt tropicale. Chaque mètre carré de ce territoire reçoit 6 mètres d'eau par an. Autant dire qu'il y pleut souvent. Cela ne semble pas décourager les singes hurleurs à poursuivre leurs activités. Mais il y a des limites à tout. Nous sommes au nord-est du Costa Rica, proche du Nicaragua. Dans cette région, vole librement l'un des oiseaux exotiques les plus reconnaissables de tous.
le grand perroquet vert, l'ara de Buffon. Au regard de sa rareté, l'observer dans le milieu naturel reste un privilège. Historiquement, cet oiseau social s'épanouissait du Honduras jusqu'en Équateur. La déforestation, dramatiquement induite par la culture bananière, a fait chuter ses effectifs. En un siècle, 90% de son aire de vie a disparu. La toilette est terminée. Il est l'heure de passer à table. Le groupe rejoint donc son garde-manger préféré. Cet arbre au perroquet est un véritable totem pour l'espèce. Il l'utilise pour sa reproduction et s'en nourrit abondamment. L'amandier des montagnes. Son fruit est une sorte de noix à coquille très dure que l'oiseau décortique habilement. Au Costa Rica, un moratoire préserve les dernières forêts d'amandiers sauvages du pays et une campagne de reboisement y a pris place. La campagne porte désormais ses fruits, d'amandiers des montagnes, bien évidemment. Sur les 350 espèces de perroquets et apparentés, une centaine est menacée de disparition. Le grand perroquet vert y compris. Le temps est donc venu pour une réelle politique de reboisement dans toute l'Amérique centrale, à l'image de celle que pratique le Costa Rica. Conserver les forêts d'amandiers sauvages, c'est préserver les grands perroquets verts. Pour aborder notre prochaine étape, nous allons prendre de la hauteur. Séparant les plaines côtières et les hauts plateaux du centre, le relief du Costa Rica est fortement marqué par la présence des volcans. Une centaine de monstres le plus souvent dans les nuages, et dont certains sont juste assoupis. Irazu, Poas, Turrialba sont les vocables espagnols ou amérindiens de ces forces naturelles qui marquent tant ici les paysages que les hommes. S'étirant depuis le Panama, une chaîne de montagnes culmine à 3800 mètres d'altitude. C'est la cordillère de Talamanca.
L'altitude fait oublier la chaleur tropicale. Des conditions climatiques particulières font naître et entretiennent une importante couverture nuageuse. La persistance de cette nébulosité étant à l'origine de l'un des écosystèmes les plus rares au monde, la forêt des nuages. Ces forêts requièrent des conditions particulières pour apparaître. La condition principale étant la formation et le maintien de nuages sur ces reliefs. Provenant du Pacifique à l'ouest ou de la mer des Caraïbes à l'est, l'air chaud saturé d'humidité s'élève le long des massifs, se refroidit et se condense, formant les brumes qui enveloppent la Talamanca. Une flore particulière s'y développe et s'y épanouit. Des chênes séculaires se couvrent d'épiphytes, comme les mousses, les lichens ou les broméliacées, qui captent et retiennent efficacement l'humidité ambiante. En termes de biodiversité mondiale, la variété des espèces qu'elle héberge place la forêt des nuages sur les premières marches du podium. C'est au cœur de ces forêts que réside l'oiseau sans doute le plus mythique au monde, le quetzal resplendissant. Les Aztèques accordaient plus de valeur à ces plumes qu'à l'or ou à l'émeraude. Seuls les dieux et l'empereur en étaient parés. Les Indiens ne tuaient pas l'oiseau, ils l'attrapaient vivant, s'emparaient de ses plumes, puis le relâchaient. Symbole de liberté, l'oiseau ne peut être gardé captif dans une simple cage. Il y meurt de faim. Les Amérindiens savaient qu'en le relâchant, l'oiseau gardait une chance de recouvrer son plumage à la mue suivante. L'animal vénéré comme un dieu était le serpent à plumes, ou Quetzalcoatl en langue nahuatl. Il est aujourd'hui le resplendissant quetzal du Costa Rica. Endémique de cette région du monde, le quetzal resplendissant était vénéré à l'époque précolombienne. Tuer un quetzal était un crime passible de la mort. Aujourd'hui, l'oiseau a pris place sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, au rang des espèces quasi menacées. Les plumes remarquables de sa queue forment une traîne parfois longue de près d'1 mètre. Ces attributs sont l'apanage des seuls mâles adultes. Les jeunes de moins de 3 ans doivent encore patienter. Les femelles, elles, se font plus discrètes. Leur plumage moins bigarré conserve toutefois cette très belle iridescence. À la manière des écailles d'un papillon, les plumes du quetzal changent de couleur selon la luminosité du moment et l'angle sous lequel on les observe.
Oiseau peu ordinaire, le quetzal se devait d'avoir un comportement original. Pour preuve, cette espèce effectue une migration, mais une migration verticale. Vivant vers 1200 mètres d'altitude, il remonte chaque année pour sa reproduction dans la forêt des nuages à 2500 mètres. Ce rythme saisonnier est calé sur la fructification des espèces dont il se nourrit. Au menu, une quarantaine d'arbres fruitiers où figurent en bonne place les aguacatillos, des avocatiers sauvages de la famille des lauracées. Et c'est là qu'apparaît la caractéristique la plus étonnante chez cet oiseau. Son mode d'alimentation. Le quetzal est un oiseau qui, d'ordinaire, ne touche pas sol. Toute proportion gardée par rapport à sa masse, l'animal est affublé des plus petites pattes chez les espèces d'oiseaux. Cette bizarrerie est en quelque sorte compensée par 40% de muscles supplémentaires servant pour le vol. Lorsqu'il se nourrit d'avocats, le quetzal pratique donc une technique alimentaire très originale. Il saisit sa nourriture en vol. Êtes-vous prêts? D'abord, l'animal repère un fruit mûr. Puis, il s'élance. Bec grand ouvert, il saisit le fruit et l'arrache à son arbre. La mission réussie, il peut aller le consommer plus loin. Avez-vous bien vu? Repéré? S'élancer? Attraper? Le tour est joué. Bien, mais tous les individus ne se donnent pas la même peine. Et attendez de voir la suite. Bien sûr, aucune mastication, mais aucun déchiquetage non plus. Le butin est avalé tel quel. Selon les arbres, les avocats sont de tailles différentes. Bien entendu, l'œil avisé du quetzal est attiré par les plus gros d'entre eux. Trop gros pour passer? Ses mandibules formant le bec et ses clavicules appelées furcula chez l'oiseau sont chez lui totalement flexibles et lui permettent d'avaler des fruits plus gros que de raison. De plus, la paroi de son œsophage est élastique et garnie de muscles circulaires. Malgré bien des efforts, certaines drupes s'avèrent définitivement trop grosses. Inutile d'insister. Il reste toutefois une ultime épreuve pour notre resplendissant volatile. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, car l'histoire n'est pas finie. En cette saison, l'espèce d'avocatier sauvage qui a fructifié fournit en abondance de gros fruits charnus. Voilà de quoi faire naître bien des convoitises. Une espèce arboricole de gallinacées, endémique du Costa Rica et du Panama, a repéré la manne nourricière. Il s'agit de la Pénélope unicolore.
Cet oiseau grimpeur est tout à son aise dans les aguacatillos. Chez elle, la technique alimentaire est bien différente. Elle ne se pose pas de questions, elle fait ses courses. Sa grande taille lui permet d'avaler tel quel le fruit et son noyau, car son anatomie l'autorise à l'évacuer par les voies naturelles. Le toucanet émeraude est un autre résident de la forêt des nuages. Omnivore, il s'alimente de toutes sortes de petits animaux, d'insectes, mais aussi d'œufs et d'oisillons. Ce qui n'enchante guère les quetzals qui voient en eux de redoutables prédateurs. Le toucanet émeraude apprécie les gros fruits. Lui aussi a sa technique. Dénoyauter l'avocat. Perdu. Mais les fruits ne manquent pas. Cette fois-ci sera la bonne. Chaque espèce possède donc une technique particulière. Mais qu'en est-il de notre quetzal ? Voilà 20 minutes qu'il a ingéré son avocat. Le fruit se trouve dans une poche spéciale, le proventricule, un organe lui permettant de prédigérer l'aliment avant qu'il ne tombe dans le gésier puis l'estomac. La chimie digestive est à l'œuvre. « 25 minutes. Le quetzal aurait-il les yeux plus gros que le ventre? Le noyau, trop volumineux, ne peut traverser son système digestif. Et le dissoudre est impossible. Alors... Désormais débarrassé de sa pulpe et de sa peau, le noyau reprend le chemin en sens contraire. De la sorte, le quetzal est le meilleur allié de la forêt qui le nourrit. De son côté, l'aguacatillo tire parti de l'oiseau pour disséminer ses graines. Tel un jardinier, le quetzal replante sa forêt. Les déplacements qu'effectue cet oiseau ont été découverts il y a peu d'années. Il faut dès maintenant mettre en place des corridors écologiques reliant les zones de son habitat aux altitudes qu'il fréquente. Préserver la forêt des nuages, c'est le message que porte le quetzal et qui doit s'imposer à nous. Quittons les hauteurs et poursuivons notre voyage vers le littoral. Situé sur l'isthme de l'Amérique centrale, le Costa Rica possède une façade maritime qui fait face à l'océan Pacifique. 1000 km d'un littoral, pour la plupart sauvage.
Au nord-ouest du pays se situe la région du Guanacaste. Nous sommes en saison humide, époque à laquelle la terre est quotidiennement lessivée par des pluies torrentielles. Un site va retenir notre attention. Il se situe sur la péninsule de Nicoya. Sur une bande de sable noir longue de 7 km, se déroule un étonnant spectacle. Seules quelques plages dans le monde accueillent encore pareil phénomène. Au cours de certaines nuits, entre les mois de juillet et novembre, des animaux venus du fond des âges s'apprêtent à sortir du fond des eaux. La nouvelle lune remplit pleinement son rôle et semble fournir un signal pour le débarquement de la plus incroyable armada. Cette plage encore déserte va accueillir le plus grand rassemblement de tortues de Ridley. La nuit n'est pas encore tombée qu'émerge déjà du Pacifique la première d'entre elles. Cette tortue marine évolue d'ordinaire dans le milieu aquatique qui la porte. Sur la grève où elle vient d'être rossée par une vague, ses 45 kilos deviennent désormais pour elle un réel handicap. Bientôt rejoint par d'autres, elle se lance à la conquête de la plage. Acte malaisé et pourtant primordial. Cette nuit se joue le sort de l'espèce. Pour accomplir leur rôle de génitrices, ces tortues s'échouent précisément sur la plage qui les a vues naître. Elles ont acquis la faculté de se synchroniser pour revenir y déposer leurs œufs. Le nombre est une réponse efficace pour faire face aux prédateurs. Cette nuit, le débarquement totalisera 30 000 tortues de Ridley, qui déposeront tour à tour près de 3 millions d'œufs. Ce phénomène exceptionnel porte le nom espagnol d'arribada. Cette arrivée en masse reste un mystère pour bien des scientifiques. Mais qu'importe, ici la nature est à l'ouvrage et pour une impérieuse raison. À la faveur de la nuit noire, l'arribada se poursuit. À l'aube,
les cuirasses ont déserté la zone. Toutes? Pas vraiment. Quelques retardataires sont montés en fin de nuit et n'ont pas terminé leur travail. La fatigue se fait sentir. L'âge ou l'inexpérience peut aussi jouer en leur défaveur. Cette nuit, la horde des carapaces a totalement labouré la plage et un grand nombre de nids se retrouvent à l'air libre. C'est le moment choisi par des mauvais garçons pour pointer le bout du bec. Pas vraiment vautours, les urubus noirs sont des cathartidés de la famille du condor, vivant dans le Nouveau Monde, et sont en quelque sorte les fossoyeurs attitrés. Plutôt qu'oire, les urubus sont des charognards opportunistes et attendront le temps qu'il faut, le temps que la mort passe. Leurs pattes, d'une blancheur qui n'a d'égal que l'odeur âcre qu'elles dégagent, sont en fait maculées de leurs propres excréments. Technique inusitée, mais pour le moins efficace, qu'ils pratiquent pour refroidir leur corps des fortes chaleurs. L'heure tourne et le soleil monte. Les urubus savent en tirer avantage pour réchauffer leur corps et entretenir leur noir plumage. Cette fois-ci, la messe est dite. L'astre du jour est déjà haut et la chaleur au sol va devenir un piège mortel pour les reptiles. Il faut partir, quitter ce monde de la surface pour lequel son corps n'est pas adapté. Le site d'Ostional est unique en son genre. Il accueille l'une des plus grandes arribadas de tortues de Ridley au monde et se trouve être aussi le lieu de vie d'une communauté pratiquant une singulière cueillette. Tout commence par quelques pas de danse. Les hommes sondent le sable pour en saisir les profondeurs. Sous la surface se dissimulent des milliers de nids. Il ne reste plus qu'à creuser à l'endroit même où une femelle est venue pondre. Ses œufs à coquilles molles sont remontés à la surface. Le refuge national de la vie sauvage d'Ostional a été créé en 1983 afin de préserver intégralement les tortues marines venant pondre sur ce littoral. 4 années plus tard, un plan de protection totalement inédit fut mis en place par les autorités costaricaines, les habitants d'Ostional et supervisé par les scientifiques étudiant l'espèce de Ridley. Inédit, car la communauté d'Ostional peut tirer profit et en toute légalité de la vente des œufs de la Tortuga lora. En échange des revenus générés, les habitants agissent pour une préservation totale du milieu, des tortues en ponte et des nids victimes du braconnage. La récolte des œufs de tortue à Ostional est aux antipodes du pillage et s'inscrit dans le respect d'une ressource naturelle.
Agir pour préserver les tortues marines et permettre à une communauté humaine de vivre de la nature est non seulement légitime, mais tout à fait possible. Car le véritable paradoxe de cette récolte est qu'en 30 ans de pratique, la fréquentation du site d'Ostional par les tortues de Ridley a été pérennisée et même étendue. Cela ne peut être possible sans une surveillance efficace et un suivi scientifique rigoureux. En fait, les habitants d'Ostional ne prélèvent qu'un très faible pourcentage durant les 2 premiers jours d'une arribada. Les premiers nids n'ayant que peu de chances d'atteindre leur terme. Les œufs des premières pontes seront immanquablement remontés à la surface par le débarquement de la nuit suivante. Un grand nombre de tortues creusent également trop bas sur la grève, condamnant leurs œufs à la marée haute. En quelques heures, la récolte est terminée. Les œufs d'Ostional seront exportés à travers tout le pays et figureront au menu des Costaricains. Mais ne nous y trompons pas. À l'échelle mondiale, les tortues marines sont en grand danger d'extinction. Et Ostional ne peut être qu'un cas exceptionnel. Cependant, les autres sites d'importance accueillant des arribadas doivent très vite s'en inspirer, car ici, c'est une réussite. Nous voici au terme de notre voyage. Aussi remarquable que soit la richesse biologique du Costa Rica, elle ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, car la biodiversité s'effondre. Chaque année, 26 000 espèces disparaissent à jamais de la surface du monde. C'est 100 fois plus que le taux d'extinction global observé sur les derniers millions d'années. Parce que du vivant dépend le vivant, notre sort est intimement lié au sort des espèces sauvages. Et comme rien n'est encore irréversible, souvenons-nous qu'il fut un temps où la face du monde était à l'image du Costa Rica. Une authentique arche de nature.